à cette conférence, qui, comme l'a bien résumé Pierre, va porter sur la question des sources utilisées pour faire ou écrire l'histoire des mondes ouvriers. Alors, en préambule de mon propos, en forme d'introduction, je vais revenir un peu sur mes recherches et sur mon sujet de thèse pour éclairer en quelque sorte le questionnement du jour et montrer ce qui me pousse à réfléchir à propos des sources. Donc, moi, je travaille sur les luttes ouvrières à Longwy dans les années 1970-1980. C'est une période charnière dans l'histoire ouvrière locale du pays, mais aussi au niveau national et européen, puisque c'est une période au cours de laquelle les vieilles industries, principalement européennes ou occidentales, subissent une forte restructuration qui, à des endroits, prend la forme de fermeture de sites industriels et de licenciements massifs. Et donc, le bassin industriel de Longwy, qui est un bassin qui compte plusieurs dizaines de milliers d'habitants et qui, de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, soit environ un siècle, a vu son histoire politique, économique et sociale structurée en grande partie, voire presque intégralement, autour de l'industrie sidérurgique, du travail à l'usine. Puisque dans les années 1960-1970, donc à la veille de ces restructurations industrielles, on compte environ 30 000 ouvriers dans le bassin, dont la moitié travaille directement dans les usines de l'industrie sidérurgique, et une grande part de l'autre moitié est constituée de sous-traitants ou d'ouvriers qui sont liés indirectement à cette industrie. Donc, dans les années 70, à la fin des années 70, les principaux groupes sidérurgiques lorrains annoncent une vague de licenciements sans précédent. Il y a déjà eu des vagues de licenciements dans les années précédentes, dans les années 60, au début des années 70, mais qui n'ont jamais eu l'ampleur de celles qui vont être annoncées à la fin des années 70. On parle de 8 000 ouvriers licenciés, ce qui est énorme. Et donc, à partir de là, s'ouvre un cycle de lutte d'une dizaine d'années qui aura comme principal objectif de s'opposer à la fermeture de ces sites usiniers et à la préservation de l'emploi localement. Donc, au-delà du monde ouvrier, c'est l'ensemble de la population locale qui va se battre pour préserver ces sites, puisque la vie locale, quelque part, en dépend. Donc, une dizaine d'années qui va être marquée par des moments plus ou moins intenses dans ces luttes. Donc, 1979 est une année très importante. 1984 aussi, puisque c'est l'annonce d'un deuxième plan acier qui voit là aussi des milliers de personnes menacées de licenciement. Donc, pour ces raisons-là, le monde ouvrier est une figure centrale de mon étude, de mon propos. C'est pourquoi je m'intéresse aux sources qui peuvent être mobilisées pour comprendre le monde ouvrier. Il faut imaginer Longwy dans les années 70. C'est des hauts fourneaux en plein milieu de la ville, c'est des quartiers ouvriers qui parsèment la ville. C'est véritablement une manière de vivre et une manière de lire le paysage. Donc, fondamentalement, se pose la question de comment définir le monde ouvrier ou les mondes ouvriers. Moi, je pars d'un constat, c'est qu'il existe une catégorie sociale, le prolétariat, qui, à des endroits, paraît homogène. Donc, c'est-à-dire qu'est considéré comme prolétaire, dans la définition classique du XXe siècle, un individu qui vend sa force de travail. Et donc, en ça, le prolétariat est constitué d'une somme d'individus qui ont en commun d'exercer des métiers qui peuvent se ressembler, des métiers similaires. Et en même temps,
ce prolétariat, il abrite ce qu'on peut appeler des mondes ouvriers, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui ne partagent pas exactement la même culture, les mêmes aspirations politiques, et qui, parfois, peut avoir des conflits d'intérêts, peut être séparé, peut ne pas appartenir entièrement à une identité collective. C'est-à-dire qu'il y a aussi des rapports de domination qui traversent les mondes ouvriers, ce qui fait que, fondamentalement, il reste assez hétérogène. Donc, Longwy, dans les années 60-70, illustre particulièrement cette double réflexion, à savoir à la fois un prolétariat qui constitue une forme de vie relativement homogène et en même temps des mondes ouvriers qui sont relativement séparés. Donc, à Longwy, dans les années 60-70, c'est caractérisé par la vie dans les quartiers ouvriers, la forte implantation du Parti communiste, un ciel sans cesse embrumé par la fumée des hauts fourneaux, le dur travail à l'usine, de jour comme de nuit, partagé par des milliers de personnes, le fait également que le PC et le patronat se partagent l'animation et la gestion de la vie quotidienne des ouvriers et de leurs familles. Tout ça fait qu'il y a des conditions d'existence qui sont similaires. Donc, l'un des enjeux fondamentaux de ce travail de recherche consiste à appréhender ce qu'a pu signifier vivre à Longwy en tant qu'ouvrier à cette période, c'est-à-dire les années 1970-1980, où tout à la fois, le groupe ouvrier est fortement implanté, peut-être numériquement plus implanté que jamais au cours du XXe siècle, et en même temps, ce groupe ouvrier entame un déclin qui est accéléré par la restructuration industrielle et qui a pour principale cause le démantèlement, la destruction d'une partie de ces mondes ouvriers à Longwy. Donc, pour appréhender au mieux ces mondes ouvriers, il convient de se demander quelles sources mobiliser. Donc là, après ce préambule que j'espère avoir été relativement clair, j'aborde la première partie de ma conférence, qui se veut une réflexion un peu épistémologique sur la question des sources et qui s'intitule « L'épineuse question des sources en histoire ». Donc, schématiquement, on pourrait considérer qu'il y a deux grandes familles de sources mobilisables dans l'étude des mondes ouvriers et plus largement dans l'étude de groupes sociaux quels qu'ils soient. Il y a d'un côté ce que l'on pourrait nommer les sources externes, celles qui font le récit d'un événement ou d'une existence depuis un point de vue extérieur au monde ouvrier et un point de vue situé. Ici, on pense aux sources classiquement mobilisées dans les recherches historiques, à savoir les sources médiatiques, les articles de journaux, les sources judiciaires de type enquête de police, compte-rendu de procès, les sources administratives ou étatiques, état civil. Donc, toutes ces sources-là, elles permettent de porter un éclairage particulier sur un événement. Donc, un événement qui peut avoir trait au monde ouvrier, par exemple une manifestation, par exemple l'analyse d'une restructuration de l'industrie à un moment donné, donc d'une vague de licenciement. Et donc, ces sources, elles permettent de restituer ces événements dans leur temps, à l'aune de ce qui peut être communément admis, donc elles permettent de le contextualiser. À côté de ces sources-là, dites externes, on peut considérer qu'il y a des sources internes, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui émanent directement du monde ouvrier, des mondes ouvriers, et plus largement des groupes sociaux qu'on étudie. Donc là, par exemple, il s'agit de l'ensemble de la production, qu'elle soit artistique, littéraire ou politique, du monde ouvrier. C'est toutes les traces visibles, parfois dispersées, parfois perdues, qu'ont pu laisser les ouvriers à travers l'histoire. Donc, évidemment, ces deux grandes familles, là, je les sépare de manière assez schématique, mais en réalité, elles s'articulent, parfois elles se chevauchent. On peut avoir des
des individus issus du monde ouvrier qui connaissent une sortie de classe et qui se mettent à écrire sur le monde d'où ils viennent, sur leur trajectoire personnelle, donc, qui se retrouvent à ce moment-là à la frontière de plusieurs groupes sociaux. On peut avoir aussi des individus qui ne sont pas directement issus du monde ouvrier, mais qui partagent une affinité politique. Par exemple, l'engagement au Parti communiste pour la période que j'étudie, et qui vont trouver des points de convergence avec un certain nombre de revendications et même de lecture du monde entretenues par des ouvriers militants. Donc ces deux groupes-là se chevauchent, mais ils ne se confondent pas systématiquement. Du reste, pour qu'une étude des mondes ouvriers soit la plus claire possible ou la plus précise possible, elle nécessite d'articuler ces deux familles de sources. Alors, si les sources externes paraissent relativement faciles d'accès, car la plupart du temps, elles sont archivées dans des lieux institutionnels, des archives départementales, des archives judiciaires, des archives régionales, etc. Les sources internes, elles, sont bien souvent plus complexes à dénicher. D'autant plus lorsqu'on s'attelle à étudier l'histoire de groupes sociaux subalternes, comme c'est le cas pour les ouvriers, pour le monde ouvrier. Par subalterne, on entend les groupes sociaux qui ne sont pas placés dans une position de pouvoir à l'échelle d'une société. Donc, pour ce qui concerne ces groupes sociaux subalternes, leur mémoire, leur production n'est pas systématiquement conservée, n'est pas forcément prioritaire, ce qui rend plus complexe le fait d'y accéder. Et donc, au-delà de la question de ces grandes familles de sources, s'interroger sur les types de sources à mobiliser revient également à se demander quel genre d'histoire avons-nous envie de faire. C'est-à-dire que partir des sources produites par le monde ouvrier, par exemple, pour essayer d'en dessiner les contours, renvoie également à une exigence historiographique, celle de faire une histoire par en bas. C'est-à-dire une histoire qui traite non seulement des individus appartenant au monde ouvrier, donc qui va traiter un événement à l'aune de l'impact qu'il peut avoir sur le monde ouvrier, mais en plus de ça, qui tente de partir des points de vue développés par les ouvriers, par ces catégories sociales. Donc l'enjeu, c'est de restituer la différence des points de vue, les contradictions, ce qui font l'identité collective, déceler les consciences à soi, les volontés d'émancipation, les goûts et les systèmes de représentation, les luttes, les victoires, les échecs, essayer de recomposer les désirs. Et donc, en se fixant ces objectifs-là, il reste à dénicher les témoignages qui prennent des formes aussi diverses que variées de ces existences qui parfois sont tombées dans les limbes de l'histoire. Alors, ici, je m'arrête 2 minutes pour vous montrer, pour vous parler de 2 ouvrages qui sont assez caractéristiques de cette alors, ce n'est pas vraiment une école historiographique, mais en tout cas de ce prisme qui est de faire une histoire populaire, une histoire par en bas, à partir des groupes sociaux directement concernés. Donc là, on a 2 exemples d'ouvrages qui ont été publiés en 2018, à peu près conjointement, l'une par Gérard Noiriel, qui s'intitule « Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours », et l'autre qui s'intitule « Les luttes et les rêves », qui est donc une histoire populaire de la France écrite par Michel Zancarini-Fournel. Donc, ces 2 ouvrages se rejoignent dans leur envie d'écrire une histoire à partir des catégories sociales subalternes, et en même temps divergent un peu dans la méthode, puisque pour Gérard Noiriel, et il l'affirme dès l'introduction, l'idée c'est de laisser le primat de la lutte des classes. Alors que dans l'ouvrage de Michel Zancarini-Fournel, c'est plutôt les rapports de domination qui passent par la domination économique, mais pas que. Il y a la domination de genre, domination de race, etc., qui vont être traités dans leur ensemble. Voilà. Donc je m'arrête là pour ces 2 ouvrages.
Et donc, pour ma part, en tout cas ici, dans le propos qui est tenu, il s'agit d'esquisser l'histoire des mondes ouvriers à Longwy dans les années 1970-1980, à partir de ce que ces ouvriers et leurs entourages donnent à voir de leur existence, de leurs considérations et de leurs aspirations. Puis de les articuler à la fois entre eux pour déceler les contradictions internes aux mondes ouvriers et de les articuler aussi à d'autres points de vue situés qui permettent d'éclairer aussi les angles morts ou les points qui ont pu ne pas être abordés. Donc, cette réflexion sur les sources des mondes ouvriers, elle part au moins de deux postulats. Premier postulat, si les archives ouvrières sont moins visibles, moins conservées, plus éparpillées, ça n'est pas que le prolétariat a une production intellectuelle et artistique moins importante que d'autres strates sociales, c'est que ces matériaux ont été moins conservés, moins archivés que d'autres, car sans doute jugés moins dignes d'intérêt. Elles ont été peu ou tardivement centralisées. En outre, dans un monde ouvrier en mouvement permanent, sans cesse brassé, ces productions ont pu être égarées, voire détruites. Deuxième postulat, qui concerne directement les sources, cette fois-ci, c'est peut-être davantage dans la production artistique et littéraire foisonnante des mondes ouvriers que dans les écrits politiques du mouvement ouvrier que se donnent à voir les caractéristiques de l'existence ouvrière, les manifestations d'une forme de vie ouvrière. Les chansons, les poèmes, les écrits, les sculptures, les tableaux, les photographies nous font pénétrer l'imaginaire ouvrier, nous montrent ce qui sépare et ce qui unit, et enfin ce qui donne toute sa consistance au prolétariat. Donc encore une fois, il y a cette ligne de crête étroite entre l'identité collective, qu'est-ce qu'il y a d'homogène, qu'est-ce qui fait du prolétariat une catégorie sociale à part entière, et en même temps, le caractère hétérogène des mondes ouvriers, des existences différentes, des rapports culturels différents, des rapports politiques différents. Donc, il s'agit de naviguer entre ces deux conceptions. En plus, à un moment donné, les années 70-80, on l'a dit un peu plus haut, mais c'est important de le répéter, je pense, à un moment donné où le monde ouvrier est en pleine décomposition et recomposition, où le mouvement ouvrier, c'est-à-dire les organisations politiques qui structurent une partie des mondes ouvriers pendant tout le XXe siècle, ou au moins la deuxième partie du XXe siècle, donc la CGT et le Parti communiste essentiellement, amorce un déclin très fort. Et donc, on peut parler à ce moment-là d'une crise des mondes ouvriers. Ce qui ne veut pas dire une disparition des mondes ouvriers, mais plutôt une recomposition. L'essor de nouvelles formes de travail ouvrier, de nouvelles identités ouvrières aussi, peut-être plus morcelées à partir des années 80 que ce que ça a pu être à d'autres moments de l'histoire du XXe siècle. Donc maintenant, je vais entrer dans la deuxième partie de cette conférence. Et là, il s'agit de citer des exemples de sources internes au monde ouvrier pour éclairer un peu les enjeux qu'on vient d'évoquer à l'instant. Donc ici, on va traiter plutôt de sources internes au monde ouvrier, internes et externes. Hein, on va voir des cas un peu qui se retrouvent un peu à la frontière de ces deux familles, mais datés essentiellement de la deuxième moitié du XXe siècle, et donc en lien avec le sujet de recherche, à savoir les luttes ouvrières à Longwy dans les années 1970-1980. En ce qui concerne la production intellectuelle et artistique ouvrière du XIXe siècle, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur les sources internes au monde ouvrier à cette époque-là et sur la production artistique et intellectuelle des ouvriers. Alors, moi, je citerai un ouvrage de référence qui est particulièrement intéressant à ce sujet, c'est celui de Jacques Rancière, qui s'intitule « La nuit des prolétaires », et dans lequel Jacques Rancière s'attarde sur des figures d'ouvriers, plutôt ouvriers artisans, donc assez différents des figures professionnelles sur lesquelles nous on se penche aujourd'hui, mais donc des ouvriers artisans qui consacrent leur nuit à l'édification d'utopies littéraires, à la création de poèmes, de chansons, et donc qui sont véritablement, qui ont des trajectoires et des productions très singulières au sein du monde ouvrier.
Donc, les traces de production intellectuelle et artistique d'ouvriers au XXe siècle ne manquent pas. C'est notamment l'évolution des techniques avec l'essor d'outils tels que l'appareil photo ou le caméscope, essor et démocratisation, qui permettent de capter des fragments de vie. C'est aussi la diminution du temps de travail, qui donc laisse plus de temps pour les loisirs et pour une création, une production plus personnelle des ouvriers, qui n'est pas entièrement rivée au travail salarié. Et enfin, c'est aussi le recul de l'illettrisme au sein du monde ouvrier, qui permet, en tout cas qui donne à voir un ensemble de sources plutôt foisonnantes. Encore faut-il trouver ces sources, parce qu'elles ne sont pas, c'est ce qu'on a dit, elles sont pas forcément évidentes à dénicher. Lorsqu'il s'agit de production personnelle, voire intime, elles sont généralement conservées dans le cercle familial. Pour ce qui est des écrits à caractère politique, des tracts, des manifestes, des films, ils peuvent être conservés dans les unions locales syndicales ou dans les archives nationales de la CGT ou de la CFDT, par exemple. Enfin, certaines productions artistiques, romans, peintures ou sculptures, ont pu être éditées ou exposées, c'est-à-dire données à voir au grand public. Donc, généralement, c'est le lien de confiance établi avec les personnes ressources du terrain de recherche, et il faut bien dire une part de hasard qui permettent de trouver ces sources. Donc, au premier rang des sources internes relatives au monde ouvrier, on trouve les sources écrites, on trouve de manière générale les écrits produits par les organisations politiques qui composent le mouvement ouvrier. Elles sont particulièrement foisonnantes lors des périodes de conflits sociaux. Et elles sont souvent issues des principales organisations politiques et syndicales dites représentatives du prolétariat. Donc, pour la période étudiée, et plus généralement pour la deuxième moitié du XXe siècle, il s'agit principalement de la CGT et de la CFDT, en ce qui concerne les syndicats représentatifs des travailleurs, et le Parti communiste, puisque dans les années 1960-70, c'est en quelque sorte l'âge d'or à la fois électoral et à la fois en termes d'adhésion de nombre de militants du Parti communiste en France. Et à Longwy, par exemple, c'est particulièrement le cas, puisqu'il y a des milliers d'adhérents. La plupart des mairies du bassin sont des mairies communistes. Les 2 députés sont des députés communistes dans les années 60-70. Il y a véritablement, à ce moment-là en tout cas, une imbrication d'une partie du monde ouvrier avec le Parti communiste. On peut également croiser des textes produits par des organisations plus minoritaires ou moins connues, telles que la Ligue communiste révolutionnaire, l'OCL, l'Organisation communiste libertaire, ou des organisations maoïstes. Donc ces sources sont particulièrement importantes parce qu'elles permettent d'éclairer les enjeux d'une lutte sociale. Elles disent les revendications politiques d'une partie du monde ouvrier à un moment donné, et elles reflètent un rapport politique au monde. Elles soulignent également les contradictions du mouvement ouvrier, qui est souvent pris en étau entre la volonté d'émancipation des ouvriers par rapport à l'aliénation du travail salarié, donc un travail harassant, dur, qui maintient dans une situation à la fois précaire, à la fois de domination les ouvriers. Et en même temps, la défense d'un mode de production, par exemple l'industrie sidérurgique, qui font l'identité collective et sociale du prolétariat. Ça, c'est un peu toute l'histoire des organisations syndicales, et notamment la CGT, dans une bonne partie du XXe siècle. Cette ambivalence entre aspiration révolutionnaire à une émancipation du travail et représentant des ouvriers, défense du travail comme mode de production. Voilà. Donc, au cœur des luttes, et dans ces moments au cours desquels les contradictions sont portées à leur paroxysme, ces sources traduisent les oppositions entre les différentes organisations politiques, entre les militants et les non-militants, parfois même entre la base et la direction nationale d'une organisation ou d'un syndicat.
Donc, dans le cycle de lutte qui prend corps à Longwy dans les années 1970-1980, cela est particulièrement visible en ce qui concerne la CGT et la CFDT. Il y aura des dissensions et des tensions très fortes entre les unions locales CGT-CFDT et leurs bureaux nationaux. Donc, ces sources de nature militante étant plus ou moins accessibles et intégrées au corpus classique des sources à mobiliser dans le cadre des recherches en histoire, on ne reviendra pas dessus ici. En outre, ces écrits du mouvement ouvrier ont parfois tendance à laisser croire que l'ensemble des mondes ouvriers sont traversés par cette conscience politique et une identification au processus des luttes des classes, ce qui n'est pas systématiquement le cas, et qui, en plus de ça, n'est pas systématiquement formulé en ces termes. Donc, il y a une sorte d'illusion ou d'homogénéisation des mondes ouvriers à travers un caractère politique, un caractère marxiste, une identification marxiste. Et enfin, cette manière de présenter un prolétariat politiquement homogène tend aussi à invisibiliser à certains endroits les rapports de domination qui le traversent. Alors, donc là, je vais donner un certain nombre d'exemples d'archives ouvrières que je traite dans le cadre de mes recherches. Donc, premièrement, je vais parler des archives de l'image, photographie et film. Donc, la photographie a cela d'intéressant qu'elle offre un support visuel, qu'elle donne à voir physiquement un moment, mais il convient toujours de s'interroger sur qui prend la photo, pourquoi, comment, et quelle part de mise en scène est-ce que l'image peut contenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre comme un reflet exact de la condition ouvrière, par exemple, un certain nombre d'images qui vont être mises en scène pour des intérêts différents, hein, par un syndicat, par exemple, qui veut montrer une certaine facette du monde ouvrier, par des journalistes qui cherchent des événements à sensation, entre autres. Donc, là, par exemple, vous avez deux photographies donc, qui sont tirées d'un site qui s'appelle Imagest, qui est un site internet qui contient un très grand nombre de photos et de films qui ont trait à la Lorraine et particulièrement au monde ouvrier. Mais pas que, il y a aussi des photos liées au monde paysan, il y a la construction des grandes villes lorraines, etc. Donc ici, on a deux photographies, l'une en 1978, qui est une vue de Longwy. Donc là, on voit manifestement tout ce qui a trait au caractère industriel de la ville de Longwy et tout ce qui, quelque part, fonde l'identité collective du territoire, tout ce qui constitue des éléments de cette forme de vie prolétaire dont on parlait auparavant. Donc, au fond, la montagne, là, qui est en fait un crassier, donc une sorte de monticule qui est fait des rejets, des matériaux, des minerais qui ne sont pas traités, donc ce qu'on appelle les scories, les déchets, qui ne sont pas utilisés dans la fabrication de l'acier. On voit au fond à gauche le haut fourneau, on voit la ligne de chemin de fer, et on décèle à droite, par exemple, un certain nombre de quartiers ouvriers. Donc il y a la même, enfin, pas exactement le même point de vue, mais en tout cas une photo de Longwy-Bar en 1989, et on voit que le crassier a disparu, puisqu'il a été démantelé, et que l'usine a également disparu. Donc il ne reste que comme trace visible de ce passé ouvrier qui a quand même marqué la ville pendant près d'un siècle, qui a été constitutif de l'identité territoriale de cette région. Il ne reste que les quartiers ouvriers. Donc là, c'est une photographie qui est prise en 1979, donc dans cette séquence de lutte dont je vous parlais au début du propos, grande séquence de lutte en réaction à l'annonce de licenciement de plusieurs milliers d'ouvriers. Donc, s'ensuit une mobilisation sans précédent. L'ensemble du territoire va lutter contre ces licenciements pour la préservation de l'emploi. Donc, c'est une lutte dure, assez exemplaire ou singulière parce qu'elle développe tout un répertoire d'actions assez nouveau, blocage de ce qu'on appelait des actions coup de poing, blocage des axes routiers, en
enlèvement de Johnny Hallyday l'espace d'une nuit pour lui faire visiter l'usine et pour médiatiser ce qui se passe à ce moment-là à Longwy, etc. Et donc là, on a un exemple de ce type d'action qui est le vol, entre guillemets, ou l'enlèvement de la Coupe de France en août 1979. Donc, un groupe d'ouvriers de Longwy part à Nantes, où devait avoir lieu la finale de la Coupe de France cette année-là, dérobe le trophée et le ramène à Longwy et l'expose. Donc là, ici, depuis le Belvédère, donc une vue qui surplombe Longwy, on voit le crassier au fond. Et donc expose le trophée. L'idée derrière ça, c'est une fois de plus de médiatiser la situation catastrophique de la région de Longwy. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette action-là, elle a lieu en août 1979, alors même qu'en juin de la même année, il y a une convention qui est signée entre une partie des principaux syndicats, sauf la CGT, mais la CGT la signera plus tard, et le patronat et le gouvernement, qui prévoit un accompagnement social et financier assez conséquent au licenciement. Donc c'est pré-retraite, prime de départ, etc. Et donc cette action-là, elle montre qu'une partie de la population et une partie du groupe ouvrier n'est pas satisfait de cette convention et poursuit la lutte. Là, on a deux photos donc, des luttes en 1984, donc deuxième phase de lutte assez conséquente, nouveau plan acier qui prévoit le licenciement de plusieurs milliers de personnes à nouveau, et donc les gens descendent dans la rue. Là, on a une photo d'une manifestation à Longwy à gauche, et à droite, l'incendie par les manifestants de l'hôtel de la direction, qui, au moment où il est détruit, est devenu l'hôtel des ingénieurs à Longwy. Donc, cette deuxième phase de lutte, elle est caractérisée par des actions plus spectaculaires et par une confiance qui s'est érodée à l'égard des représentants syndicaux et des partis politiques qui se sont promis de défendre les intérêts des ouvriers de Longwy une fois arrivés au pouvoir, notamment le Parti socialiste, et qui finalement sont aussi les acteurs du démantèlement de l'industrie locale, ou en tout cas de la restructuration de l'industrie locale. Donc là, on a à nouveau des images de ce type d'action spectaculaire. Là, on voit donc des résidus de ferraille et de feuillard. C'est des matériaux qui sont construits dans les usines sidérurgiques de Longwy, qui sont répandus sur la chaussée. Et là, on a une photo dans les années 90 du dynamitage du haut-fourneau de la Providence-Remont, donc dans l'agglomération de Longwy. Donc, ça, ce sera systématique. Toutes les usines de l'agglomération vont être détruites de cette manière-là. Et le seul résidu visible qui reste, c'est actuellement un haut-fourneau qui est couché et qui a été intégré à un parcours de golf. Donc, ça vient interroger aussi le rapport à la mémoire et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette identité collective-là et de cette histoire ouvrière de Longwy qui a quand même été marquante au XXe siècle et au XIXe siècle, une partie du XIXe siècle. Alors, donc, toujours dans cette perspective de traiter les archives de l'image, il y a les films donc, qui existent dans les années 70-80, hein, au moment de ces luttes ouvrières. Le recours au film est assez banal, assez systématique. Donc, pareil, on peut trouver différents types de films, hein, films d'entreprise, films familial, films de vacances, par exemple, qui dépeignent le quotidien d'une certaine condition ouvrière. Film d'entreprise qui peut être un film de propagande et qui peut avoir vocation à recruter du monde. Il y a aussi des films de fiction, hein, on pense à Jean Renoir, bon, alors c'est plutôt ça dans les années 1930, qui réalise des films sur la condition ouvrière, notamment sur commande du Parti communiste à certains moments. Voilà. Mais pour la période traitée, il y a un film
il y a deux expériences cinématographiques qui ont particulièrement retenu l'attention. Une première expérience qui n'a pas pour théâtre Longwy, mais qui a pour théâtre deux autres villes industrielles fortes, qui sont Besançon et Sochaux. Et c'est l'expérience des groupes Medvedkin. Donc là, vous avez une image de cette expérience-là. Donc les groupes Medvedkin, ce sont des collectifs de tournage qui opèrent de 1967 à 1974 et qui réunissent professionnels du cinéma et ouvriers. L'idée étant que les premiers forment les derniers afin qu'ils puissent réaliser eux-mêmes des films sur leurs conditions de travail, leur quotidien, leur lutte. Alors, je vais vous lire l'introduction à la réédition de l'ensemble de ces vidéos-là, qui a été rééditée et remasterisée par les Lutins de Pongé, qui est une boîte de production. Donc, je cite, « En 1967, Chris Marker et Mario Marais tournent un documentaire sur la condition ouvrière et sur la grève à la Rodiaceta, une usine de Besançon. Ce film, à bientôt j'espère, a été diffusé par l'ORTF le 5 mars 1968 et a donc été vu par un très grand nombre de Français. Le 27 avril, l'équipe du film le projette à Besançon, devant les ouvriers. À partir de la discussion enflammée et des critiques, l'idée prend corps de films réalisés par les ouvriers eux-mêmes. La grève de la Rodia avait en effet porté des revendications neuves ou exprimées avec une force neuve, celle du droit à la parole, à la possibilité de s'exprimer, du droit à la culture. De cette appropriation du cinéma comme outil de connaissance et de prise de parole naîtront une quinzaine de films différents, du plus personnel au plus collectif, d'abord à Besançon, puis à partir de 1970 à Sochaux. Cette expérience de travail, qui sortait de l'ordinaire et des cadres militants, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre, ou plutôt deux rencontres, entre des gens appartenant à des univers différents, mais aussi, souvent, entre des gens différents au sein de leur propre univers. Alors là, typiquement, on a affaire à une source qui est à la fois interne au monde ouvrier et à la fois externe, et qui réunit, donc, comme vient de l'expliciter ce court paragraphe, des professionnels du cinéma militants, donc qui ont une certaine affinité politique avec le mouvement ouvrier, plutôt communiste, mais pas seulement, et des ouvriers qui vont apprendre à manier le caméscope et qui vont décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent montrer ou donner à voir de leur existence, de leur lutte, de leurs conditions de travail. Donc, c'est une source assez remarquable et qui est assez emblématique aussi des années 60-70, des années post-68, où il y a véritablement une prise de conscience, ou en tout cas un intérêt renouvelé pour la culture comme levier d'émancipation, y compris au sein des mondes ouvriers. Alors, deuxième exemple de film assez singulier de la période, cette fois-ci, il traite directement des luttes à Longwy en 1979. C'est un documentaire qui s'intitule Longwy et qui a été réalisé par Stephen Bingham, un Américain. Donc, ce documentaire il est intéressant à la fois dans ce qu'il montre, puisque le réalisateur, le documentariste, vient à Longwy au début de l'année 1979, au moment des grandes mobilisations. Il va se lier d'amitié avec Roberto Giovanardi, qui est le délégué syndical CFDT local, un personnage de premier plan, ouvrier sidérurgiste, un acteur principal de la lutte à ce moment-là. Et Giovanardi va l'emmener avec lui partout, sur les piquets de grève, à l'usine, lui présenter des ouvriers, des familles d'ouvriers qui vont témoigner de ce qu'est leur vie à Longwy, etc. Donc, c'est particulièrement intéressant parce qu'on y voit les actions coup de poing menées par la CGT et la CFDT à ce moment-là. On y voit aussi la concurrence entre les deux organisations. On y voit les dissensions qui éclatent parfois entre les ouvriers en lutte et les confédérations nationales, syndicales et le Parti communiste. Donc, on voit aussi ce qui sépare à des moments les ouvriers entre eux, ce qui les oppose, la diversité de ces mondes ouvriers. Et on a de nombreux témoignages de ce que c'est que le quotidien à Longwy à cette période. En plus de ça, le documentaire, le parcours du documentariste est assez intéressant, puisque à l'origine, ce n'est pas du tout un réalisateur, c'est
un avocat américain qui, dans les années 60-70, défend les mouvements sociaux américains, et notamment les Black Panthers. Et il va être accusé par le FBI d'avoir introduit une arme à la prison de Saint-Quentin et de l'avoir donné à George Jackson, un des militants les plus connus à cette époque-là du Black Panther Party. Et donc, il est accusé, ce que lui a toujours réfuté. Et il va être recherché. Donc, il rentre en clandestinité, il quitte les États-Unis, il arrive en France, il change d'identité, il s'appelle Robert Bucks à ce moment-là. Et après quelques années d'errance, cette personne va entamer des études de cinéma à l'université de Vincennes. Et il commence par faire des films plutôt portés sur la condition paysanne. Et à un moment donné, il entend parler de la lutte qui se déroule à Longwy, de la très fort conflit ouvrier. Et il décide d'y aller avec sa caméra et sa partenaire qui s'appelle Florence Busset, et ils vont filmer donc, pendant plusieurs mois ce qui se passe. Ils montent ce film et ils décident de retourner aux États-Unis pour prouver son innocence. Donc ce film reste dans ses valises, il est projeté que quelques fois, mais il n'est pas du tout connu du grand public. En 2017, Stephen Bingham décide de revenir en Lorraine, à Longwy, et il revient avec une version remasterisée. Et là les gens découvrent ce film et il va être projeté un peu partout. Donc, la deuxième partie sur les archives ouvrières, c'est la question des témoignages. Donc là, il s'agit d'appréhender l'histoire orale, d'aller chercher le témoignage des acteurs encore vivants, acteurs et témoins des années qu'on étudie. Donc, ici, des ouvriers, militants ou pas, qui peuvent apporter leur regard sur ce qu'a été leur engagement, leur vie, leur lutte, avec comme écueil et comme risque une reconstruction a posteriori de la mémoire, et donc une manière de revenir sur des événements lointains qui est déformée par le présent. Alors, il existe aussi des supports d'époque sur lesquels la parole a été fixée, et fixée pour un temps assez long. C'est notamment le cas des archives des bandes-sons de Radio Lorraine-Cœur d'Acier. Donc, Radio Lorraine-Cœur d'Acier, ça a été un moment très fort de la lutte en 1979. C'est une radio pirate créée en mars 1979 par la CGT pour faire connaître la lutte des ouvriers à Longwy et pour appeler à une grande manifestation nationale le même mois à Paris. Et donc, au départ, radio militante de la CGT, animée par 2 journalistes professionnels. Le studio est hébergé dans les locaux de la mairie communiste de Longwy. Pourtant, c'est une radio pirate, donc illégale. Mais très vite, la radio va s'émanciper de son simple rôle de défenseur de la lutte des ouvriers. Donc, un certain nombre d'individus, d'acteurs locaux, du monde ouvrier, mais pas que, vont se saisir de cette opportunité de parler de leur quotidien, mais aussi de sujets qui, a priori, ne les concernaient pas directement, des sujets politiques nationaux, des sujets culturels. Et donc, ça va être une formidable expérience de libération de la parole collective, avec bien sûr des nuances, puisque parler à la radio, parler en public, c'est aussi tout un dispositif de contrainte. Mais il n'empêche que ce fut un moment très fort de la lutte de 1979 et, a posteriori, ces bandes sonores, elles permettent d'appréhender aussi ce que c'était que cette lutte-là et la manière dont les habitants et les habitantes de Longwy se projetaient à l'intérieur de cette lutte-là, se projetaient dans leur quotidien d'ouvriers, quelles étaient leurs aspirations, quelles étaient leurs dissensions, leurs contradictions. Il y a un ouvrage très intéressant sur l'expérience de LCA, écrite par Ingrid Hayes, une sociologue, et qui s'appelle Radio Lorraine-Cœur d'Acier, 1979-1980, les voies de la crise. Encore une fois, ici, on a affaire à une source qui est tout à la fois interne au monde ouvrier, puisque c'est l'expression d'un certain nombre d'ouvriers et d'ouvrières à l'antenne, mais aussi externe, puisque
il y a d'autres intervenants, d'autres individus issus d'autres groupes sociaux qui prennent la parole. Donc, c'est une source ample, multiple, complexe, qui comprend des centaines d'heures d'enregistrement et qui est à la fois un témoignage direct de la condition ouvrière dans le bassin Longwy à cette période, mais aussi une parole qui a largement dépassé le groupe social ouvrier. Alors, enfin, dernière partie, et je vais m'arrêter là, c'est l'archive ouvrière sous la forme littéraire. Donc, ici, on parle de littérature prolétarienne. La littérature prolétarienne, c'est un registre littéraire à part entière et qui constitue un témoignage de la condition ouvrière. Souvent, ce sont des ouvriers ou des ouvrières qui racontent par écrit leur vie, leur quotidien, leur rapport au travail, leur intimité. Donc, c'est une source assez connue, assez classique. Hein. Donc, il y a des exemples littéraires connus. Le plus récent, je pense, c'est un ouvrage qui s'intitule « À la ligne » de Joseph Pontus et qui décrit les conditions de travail actuelles dans un abattoir. Donc, cette source-là, elle permet d'accéder à l'imaginaire ouvrier, aux émotions, aux aspirations, aux frustrations qui traversent leurs auteurs. Néanmoins, la littérature prolétarienne, lorsqu'elle vient à être publiée, révèle surtout une trajectoire singulière, celle d'un individu qui s'émancipe par l'écriture. Donc, une trajectoire singulière et sans doute très minoritaire au sein du groupe social. Et à côté, il reste l'ensemble des écrits intimes, personnels, privés, qui n'ont pas forcément eu vocation à être rendus publics et qui restent enfuis dans les plis de l'histoire. Et parfois, on tombe sur ces écrits-là, soit donnés directement par leurs auteurs, soit au détour d'une recherche. Et ces écrits du fort intérieur, ils permettent d'appréhender aussi tout un imaginaire qui en plus est déployé sans la contrainte ou la peur ou l'appréhension d'être lu. Donc, quelque part, peut-être moins travesti à certains endroits que certains exemples de la littérature prolétarienne. Donc, j'ai un exemple, et on va finir là-dessus, de type d'écriture prolétaire. C'est un poème qui a été lu et diffusé en direct sur Radio Lorraine Cœur d'Acier en 1979. Son auteur est inconnu. Et il a récemment été publié dans une version papier, dans une petite édition qui s'appelle Papier Gâchette. Donc, ce poème, il s'intitule « L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans ». Donc, vous le voyez apparaître à l'écran, on peut le lire rapidement. « L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Dans ses cheveux, il y a maintenant des fils blancs. Son visage creusé par les soucis est ridé. Comme il a vieilli lui aussi, il a dû faire des heures supplémentaires pour se sortir d'affaire. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Ses mains usées par les travaux ont soulevé tant de matériaux qu'elles ont pris les couleurs des métaux. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, brisé par les travaux, mais je l'aime tant. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, on va le licencier et de protester, on ne veut pas lui laisser le temps. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, je l'ai vu, pleurant, serrant les poings puis luttant. Il a été embauché ici il y a si longtemps, et des années durant, il a travaillé pendant que le temps passait doucement. Aujourd'hui, c'est le printemps et il n'a plus 20 ans. Pourtant, il doit lutter pour nos enfants. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Il est fatigué et cependant il lutte durement. Et lui qui en parle si souvent, et moi qui l'aime tant, et moi qui désire tant le voir gai comme avant. Mon sidérurgiste, à toi pour le meilleur et pour le pire, on combattra côte à côte pour sauver notre vie. On combattra côte à côte, je suis de ton avis. Lui, c'est notre vie. Oui, on sera encore heureux. Oui, on sera toujours des longoviciens poussiéreux. Et alors, si c'est notre vie, poussiéreux ou pas, il faut la sauver. Ne désespère pas et bats-toi avec moi pour le meilleur et pour le pire. Donc, ce poème est particulièrement intéressant parce qu'il témoigne de la difficile condition ouvrière. Il témoigne des ravages du travail sur le corps des ouvriers, vieillis trop vite, et sur la dureté d'une vie passée à travailler à l'usine, sur ce temps qui glisse entre les doigts des ouvriers et des ouvrières, et de leur famille aussi plus généralement. Et en même temps, il témoigne de l'attachement manifeste à cette vie et à ce travail, et à la fierté aussi qui peut être ressentie à l'égard de cette condition de vie, de cette existence, de cette culture et de cette identité collective plus largement.
Voilà. Je terminerai là-dessus. J'ai déjà bien entamé le temps qui m'était imparti. Donc, en conclusion, je dirais que les matériaux à partir desquels écrire l'histoire des mondes ouvriers sont tout aussi foisonnants qu'éparpillés, à la fois internes, à la fois externes, mais la plupart du temps, ils transcendent ou chevauchent ces catégories-là. Et loin de certaines idées reçues, la richesse de la production artistique, politique, intellectuelle des ouvriers et des ouvrières est immense. Il reste à la dénicher. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté mes propos. Merci Théo pour cette conférence riche et intéressante donc sur les sources des mondes ouvriers. Donc, avant de commencer aux questions, je vous ai partagé dans le chat un petit questionnaire à remplir. Donc, si vous souhaitez le remplir, comme ça, nous pourrons voir ce qui peut être amélioré pour la suite du printemps de l'histoire-géographie. Donc, je vous prierai de le remplir, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on va passer aux questions. Donc, on va procéder ainsi. Donc, si vous avez un micro, je vous demande de vous signaler sur le chat. Je vous ouvre votre micro et vous pourrez poser votre question à Théo Georget. Si vous n'avez pas de micro, vous pouvez poster la question sur le chat et moi, je la retransmettrai à Théo et il vous répondra. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on vous écoute. Alors, donc Emmanuel, donc je vous ouvre le micro. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence vraiment passionnante. Je me permets, alors 2 questions, c'est pas gênant? 2 questions, ça va? Non, allez-y. Alors, j'ai une première qui est une question du prof d'histoire géo que je suis, qui a plus trait au 19e siècle. Donc, je ne sais pas si vous pourrez me répondre. Comme vous avez parlé des sources, quand on aborde la question des sociétés industrielles au 19e siècle avec des élèves de 4e, très souvent dans les manuels, on nous propose des extraits évidemment de Zola, Germinal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est intéressant et que voilà, dans Germinal, il a une approche assez naturaliste. Il donne à voir une vision de ce que peut être la vie mineur et une autre, mais après, il la donne aussi de son point de vue de journaliste, d'homme de lettres. Et je pense qu'à côté, il existe certainement des témoignages plus directs de mineurs qui témoignent de leurs conditions de vie et des luttes qu'ils ont pu traverser. Donc, je pense que c'est intéressant d'essayer d'articuler ces 2 sources-là, de les faire dialoguer aussi, de voir là où elles peuvent rejoindre et là où parfois elles peuvent se contredire ou en tout cas. Très bien, merci. Alors, ma deuxième question, qui n'a absolument rien à voir, vous avez parlé du poids à une époque notamment de la CGT et du PCF. Bon, après, on sait ce qu'il est advenu et ce qu'il advient du poids électoral du Parti communiste, même à l'échelle française. On sait aussi l'émergence du vote pour le Front National puis Rassemblement National. Est-ce que vous, sur votre période de recherche, vous voyez déjà poindre cette question-là du vote Front National dans le monde ouvrier lorrain, du bassin de Longwy, par exemple? Ouais, ouais, tout à fait. C'est une question très intéressante. Et j'avais un extrait d'un témoignage qui parle de ça. Enfin, un ouvrier immigré à Longwy parle en 86 du racisme à Longwy. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que il reste encore une solidarité assez forte localement qui, quelque part, transcende les questions culturelles et donc lui ne se sent pas directement menacé, entre guillemets, par l'implantation du Front National localement, mais il explique qu'il commence à avoir naître aussi une forme de racisme latente interne au monde ouvrier et qui a pour
cause principale, justement, la décomposition, le déclin du monde ouvrier localement, la perte d'emploi, etc. Lui, il explique que cette peur du déclassement, elle va nourrir la méfiance à l'égard des autres, y compris au sein du groupe ouvrier. Et après, pour peut-être élargir un peu plus largement, il est clair qu'après 1981, quand les ouvriers de Longwy ont vu que les engagements pris par le Parti socialiste et donc le Parti communiste en partie, ou en tout cas sur les premières années, puisqu'ils étaient présents au sein du gouvernement, ces engagements pris pour la défense de l'emploi localement n'ont pas été respectés. Il y a un sentiment de trahison très fort et un abandon d'une partie du monde ouvrier de la confiance et du vote accordé au Parti communiste. Et donc, dans cette faille-là, dans ce vide créé par cette distance qui naît à ce moment-là, s'engage effectivement le Front National. Mais aujourd'hui, on peut dire que ce qui domine, ce qui domine le vote dans l'agglomération de Longwy, qui est différent de l'affiliation politique, mais c'est plus facile d'étudier ça à partir des résultats des votes, c'est l'abstention. C'est globalement l'abstention. Merci beaucoup. Donc, nous avons Malika qui a une question. Malika, je vous active votre micro. Vous pourrez poser votre question. Merci. Allez-y. Alors, bonjour, je vous remercie pour cette conférence. Moi, je vais rebondir sur le monde et les mondes des ouvriers. Donc, à partir de l'introduction que vous avez émise maintenant, vous nous avez expliqué les mondes, on parle des mondes des ouvriers quand il s'agit de personnes qui sont de cultures différentes et de racines différentes. Voilà. Mais après, quand vous avez abordé votre sujet, alors j'arrivais pas à cerner avec vous quand est-ce qu'on va dire le monde des ouvriers, quand est-ce qu'on va dire les mondes des ouvriers. Et pour le mouvement, bien sûr, le mouvement des ouvriers, c'est quand il y a des luttes. Je vous remercie Théo pour cette conférence une deuxième fois, mais il y a un petit dilemme, un petit souci. Vous nous avez parlé des sources externes et internes. Donc, pour les sources externes, ça a été bien. Pour les internes, pourquoi vous n'avez pas abordé les archives de la DRH qui sont internes, proprement des sources internes quand il s'agit de l'administration des ouvriers. Donc, c'est une source interne, proprement interne. Et voilà, merci. Merci pour ces questions. Alors, sur la première partie des mondes ouvriers, je pense que ce qui donne le caractère hétérogène au monde ouvrier, c'est effectivement la dimension culturelle, mais il y a aussi la dimension de genre et la dimension politique aussi, puisque tous les ouvriers ne sont pas communistes, tous les ouvriers n'ont pas une conscience de classe ou ne revendiquent pas une conscience de classe. Et donc, ça, ce sont aussi des éléments de séparation à des moments donnés. Et la manière dont ces mondes-là ou ces séparations-là, elles peuvent se voir dans les sources que j'ai pu évoquer, je reviendrai particulièrement sur l'exemple de Lorraine Cœur d'Acier, puisque dans l'expérience de Lorraine Cœur d'Acier, il y a des créneaux qui sont réservés aux ouvriers immigrés et aux femmes ouvrières ou femmes d'ouvriers pour traiter des questions considérées comme spécifiques à leur catégorie sociale. Et donc, c'est un moment très important puisque assez rare finalement dans les mouvements ouvriers, ces moments où ces questions spécifiques sont abordées en tant que telles et ne sont pas reléguées au second plan. Mais elles illustrent aussi la manière dont le mouvement ouvrier, à travers ses organisations politiques les plus représentatives, syndicales et politiques, ne s'en saisit pas forcément directement et parfois a tendance à les reléguer au second plan. Donc là encore, on voit ce jeu d'intérêt, ce jeu de division aussi proprement interne
au monde ouvrier et qui, moi, me pousse à parler du monde ouvrier au pluriel. Et sur la deuxième remarque, à propos des sources de DRH, ou même plus largement des sources d'entreprise dont je n'ai pas forcément parlé, c'est que vous dites que c'est des sources internes. Pour moi, pas tout à fait, parce qu'elles ne sont pas produites par les ouvriers eux-mêmes. Si vous voulez, c'est un état des lieux qui est rendu par la bureaucratie de l'entreprise, par des employés qui ne partagent pas forcément ou pas exactement les conditions de travail et les conditions d'existence des ouvriers. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse de ces sources-là. Cependant, elles sont intéressantes parce qu'elles éclairent aussi un autre point de vue du rapport entre ouvriers et direction, etc. Merci Théo. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre intervenant de ce soir? Théo, je te fais juste remarquer qu'une participante a voulu t'envoyer une photo ici des archives de la CFDT. Elle l'a envoyée sur le chat. Donc, par rapport à l'enlèvement de Johnny Hallyday par les sidérurgistes de la CFDT. Nous avons une question. Alors, allez-y, écrivez votre question et je la retransmets à Théo. Donc, pour combler le vide, Johnny Hallyday avait dit qu'il s'était fait enlever, mais visiblement, suivant les témoignages, il a été plus ou moins contraint à suivre les militants qui étaient venus à son hôtel pour lui montrer l'usine de Longwy. Donc voilà. Il était plutôt consentant d'ailleurs, et il a été tellement touché par ce qui était en train de se passer qu'il a donné la recette de son concert du soir donné à Metz. Il l'a reversé à la caisse de grève de l'intersyndicale de Longwy à ce moment-là. Exactement, c'est vrai, c'est ça. Alors, j'ai la question de Vital. Donc, quelle est la part d'engagement politique d'ouvriers quand on pense à Bérégovoy, par exemple, ou encore au syndicaliste Édouard Martin de Fleuranges? Je pense que ça dépend des périodes que l'on traite, mais il est clair que pour les années 60-70, en tout cas, largement au sein du PC, peut-être un peu moins au sein du Parti socialiste, mais il y a un certain nombre d'ouvriers militants qui font carrière, y compris aussi dans les organisations syndicales. Ça reste assez minoritaire, et à l'échelle de l'Assemblée nationale, par exemple, ça reste très très minoritaire. Mais effectivement, on assiste à des carrières politiques d'ouvriers. Alors, localement, il me semble que Antoine Porcune, j'aurais peur de dire une erreur, mais qui est député communiste dans les années 70 dans le bassin de Longwy, a commencé comme sidérurgiste. Mais après, ce qui est toujours à la fois intéressant et délicat, c'est que ces carrières politiques, elles traduisent parfois aussi une sortie de classe, et elles nécessitent chez les personnes directement concernées, chez les ouvriers qui font carrière, d'abandonner une partie de leur identité et de ce qu'ils font, leur culture, leur manière d'être, leur manière de parler, de l'abandonner pour paraître crédible aux yeux des autres hommes et femmes politiques, et donc quelque part à se séparer au moment où ils sont en position de défendre les intérêts de leur groupe social. C'est le moment où ils s'en séparent. Très bien, merci Théo. Alors, on a une contribution de Najat qui dit sur le chat le salaire des immigrés était inférieur au salaire des Français, même leur retraite. Donc là, je pense que c'est peut-être une question. Je ne sais pas si tu peux rebondir sur… Oui, je n'ai pas de chiffres exacts en tête, mais il est certain que dans la hiérarchie professionnelle des ouvriers, donc dans les années 70, 80, même 60, il y a un système de classification interne aux ouvriers qui est développé par
par la direction, le patronat, et qui est issu du taylorisme, où il y a donc où la strate la plus basse, c'est OS, ouvrier spécialisé, et la strate la plus haute, c'est ouvrier professionnel, OP, et entre les deux, il y a une dizaine d'échelons. Et il est clair que dans les échantillons étudiés, majoritairement, les ouvriers issus de l'immigration, particulièrement les dernières générations d'après-guerre, particulièrement nord-africains, sont maintenus aux échelles les plus basses, donc plutôt ouvriers spécialisés. Et il est vrai que plus on monte, alors avec des nuances bien sûr, mais plus on monte, moins on trouve d'ouvriers immigrés dans la hiérarchie professionnelle propre au monde ouvrier. Et donc avec une différence de salaire à la clé, bien sûr. Merci Théo. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres thématiques sur lesquelles vous voudriez rebondir? Visiblement, il n'y en a pas. Alors, écoutez, je vous remets dans le chat le lien pour répondre à notre questionnaire. Merci Théo pour cette conférence. Merci à tous les participants pour vos questions et pour votre attention durant cette heure du printemps de l'histoire-géographie. Donc, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 29 mai à 17h30 avec Fabien Niesgoda qui nous parlera de Charles le Téméraire et de sa relation à la Lorraine. Vous retrouverez cette conférence en replay sur YouTube, sur notre chaîne Histoire d'en parler. Et vous retrouverez aussi toutes les informations de la suite du printemps de l'histoire-géographie, puisque ça va encore se poursuivre pour le mois de juin et une partie du mois de juillet. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet histoired'en-parler.com et sur notre page Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.